du code pénal qui parle justement de ces infractions ou de ces crimes, je crois que ce sont des crimes, et justement, ce que les uns et les autres encourent. Alors, comme on peut le lire ici, quand on parle de la sécession, et c'est l'article 111, il est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Et au deuxième alinéa, on parle en temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception, la peine est celle de mort. Alors l'article que nous avons souligné en rouge, 112, qui parle là de la guerre civile, est puni donc de mort celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s'armer les uns contre les autres. Je crois que là, c'est aussi ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest. C'est bien cela. Alors l'article 113 qui parle de la propagation de fausses nouvelles, on peut faire fi de cela et on avance. L'article 114, et là on parle de révolution, est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Alors il y a, tout ceci se retrouve, président Brandakani, dans ce que le Cameroun vit en ce moment, me semble-t-il. Je vais tout d'abord saluer la pertinence des développements qui m'ont précédé. Il y a un niveau extraordinaire de pédagogie qui est impressionnante, qui est très impressionnant sur ce plateau. Mon cher Bachir, la particularité de ce débat réside dans ce que ceux qui demandent de violer les lois, ceux qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de loi et que leur légitimité partisane et personnelle serait supérieure à la loi, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sont ceux-là qui ont rédigé cette loi-là. Tout à fait. Je voudrais insister dessus. C'est-à-dire la particularité de ce débat que nous sommes en train de faire réside dans cela que ceux-là aujourd'hui qui appellent à violer la loi, à l'ignorer, et qui placent de manière unilatérale leur conception de la légitimité, leur fantasme légitimiste, leur conception de la légitimité, qui placent au-dessus de la loi, ou bien transforment cela en loi, sont ceux qui ont rédigé les textes-là, que ce soit sur le code pénal ou que ce soit dans le code de procédure militaire. Ce sont eux qui ont écrit ça. Alors, là, il y a des dimensions psychologiques qui entrent dans l'affaire. Il y a des dimensions psychologiques et même pratiquement psychiatriques qui vont intervenir là-dedans. C'est-à-dire que vous écrivez des lois, vous enseignez que les lois-là sont universelles et de portée générale, puisque la loi, c'est la volonté générale. C'est Rousseau qui a dit ça. Moi, je ne suis pas Rousseau, mais il y en a qui ont lu Rousseau plus que nous, qui sont assis ici, puisqu'ils sont agrégés en la matière. Alors, vous écrivez des lois, et quand vous êtes en situation de pouvoir, vous sacralisez la loi, vous demandez aux gens, vous dites aux gens que la loi est sacrée. Vous jouissez des privilèges qui sont liés à la loi, tous les avantages que la loi vous procure. Dès que vous n'êtes plus en position de pouvoir, dès que vous n'êtes plus en responsabilité, vous apprenez aux gens à nier la loi, à la mépriser. Alors il faut essayer d'expliquer ça pour comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays, mon cher Bachir. C'est valable pour ce que vous appelez ambazonien et pour la formation politique qui brille ces derniers temps-ci par des comportements qui frisent la puberté révolutionnaire, qui frisent l'adolescence révolutionnaire ou insurrectionnelle, mon cher Bachir. Alors, comment on peut interpréter ça? C'est-à-dire qu'il y a là un comportement qui montre qu'on a affaire à des individus qui se sont auto-placés au-dessus de la loi, qui se sont revêtus d'une imprimature d'exception. Ça veut dire ce que ça nous dit? Vous nous expliquez? Oui, l'imprimature de l'exception. Ça veut dire que les gens, je ne sais pas sur quelle base ils décident de se comporter comme ça, peut-être parce qu'ils appartiennent à des réseaux, peut-être parce qu'ils appartiennent à des confréries, peut-être parce qu'ils ont une idée d'eux-mêmes qui n'est explicable que par eux-mêmes, n'est-ce pas, s'élèvent au-dessus de tout, se mettent au-dessus de l'État et disent qu'ils n'ont pour interlocuteur, qu'eux-mêmes. Je ne suis pas en train de raconter des histoires.
Vous vous rappelez que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens se sont autoproclamés présidents dans ce pays, M. Bachir. Vous avez oublié ça? Des gens continuent à dire qu'ils sont des présidents élus, qui sont élus. C'est-à-dire les mêmes gens qui sont allés à une élection et qui ont été déclarés candidats par des lois qu'ils ont rédigées eux-mêmes par ailleurs, et qu'il y a des candidats qui ont été mis de côté par ces lois-là, ça ne les a pas gênés. Une fois que l'élection a lieu, ils décident de piétiner la loi, de dire que la loi n'existe plus, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont des êtres d'exception, autoproclamés comme tels, ils se mettent au-dessus de la loi, au-dessus de l'État, ils s'autoproclament président. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se font appeler président élu. Donc, on est dans une dynamique d'exceptionnalité. C'est-à-dire que la Constitution est valable quand c'est leur serviette. Les lois sont valables quand ça sert leurs intérêts. Ces gens sont avocats. Ils sont des agents de justice. Ils ont des cabinets de juristes. Ils vivent de ça. Mais en même temps, ils se mettent au-dessus de la loi en créant des cadres d'exception dans lesquels ils sont les seuls à exercer le magistère de la loi, de la légalité et de la légitimité. Ils sont les seuls à y exercer le magistère, mon cher Bachir. C'est cela qui explique ce qu'on vit au Cameroun. Les gens se sont élevés au-dessus de tout. Des gens décident de faire la politique. Tout à l'heure, on a dit, je ne vais pas revenir sur la volonté de ne pas former. Ce n'est pas un hasard, hein. C'est que d'autres appellent déficit de formation politique. Il y en a qui disent qu'on n'a pas envie de former. Non. Ne pas former les militants, c'est aussi une façon de les former. C'est-à-dire de les enfermer dans l'abrutissement, dans la moutonnerie. Pour qu'ils soient des gens qui adorent des gourous. C'est une démarche logique. Parce que je refuse de croire que ceux-là ne sont pas rationnels. Ils sont très rationnels. Le professeur Kamto est un homme extrêmement rationnel. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, ce n'est pas à lui qu'on va apprendre qu'il faut former des militants politiques. On peut former les gens par le choix de ne pas les former. C'est-à-dire, pour qu'ils aient un comportement particulier, pour qu'ils aient des attitudes souhaitables, en fonction de la manière dont celui qui est leur leader se conçoit. Si vous vous concevez comme un gourou, vous n'avez pas besoin de former les militants, mon cher Bachir. Sauf si vous les formez à vous adorer. Parce que la formation politique se passe dans des cadres politiques qui n'ont rien à voir avec la gouroutisation. C'est-à-dire les gens savent que la politique est rationnelle et si on veut conserver le pouvoir ou conquérir le pouvoir, il faut des démarches rationnelles. Et la formation politique participe de la rationalité du pouvoir. Alors, c'est pas à quelqu'un. Mais ceux qui appellent les gens à aller dans la rue, là, ils sont rationnels. Donc, ne pas former, c'est un choix qui vise à enfermer les gens dans un type de mentalité qui est une mentalité grégaire, moutonnière. Et ça permet donc, à un moment donné, on va dire, je vais. Je vais et je vais. Mais c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Je vous parlais de la mentalité d'exception. Que les gens mettent en place des cadres d'exception. Ce n'est pas le fait du hasard. Pour comprendre cela, nous sommes dans quel monde, Bachir? Nous sommes dans un monde où ce qu'on a appelé la communauté internationale, depuis des années, a décidé de mettre de côté les lois qui ont régi pendant un certain temps la communauté internationale, pour désormais baser les comportements des États au niveau international sur des dynamiques illégales, les dynamiques d'exception, les dynamiques d'ivresse de la puissance. C'est-à-dire que, observez ça, depuis la chute du mur de Berlin, vous comprenez, ceux qui ont gagné la guerre froide ont décidé désormais que le droit international n'existera plus. Il faut remplacer le droit international par un droit non écrit d'exception qui a été nourri et fécondé par un droit des ONG, un droit des opinions, un droit des humeurs et une certaine moralité supérieure qui n'a aucun fondement juridique sur le plan international, c'est-à-dire qui n'a pas demandé une réunion de la communauté des nations du monde entier pour dire que désormais, voilà ce qui nous guide, mon cher Bachir. Ça a donc permis d'aggraver l'ensauvagement des relations internationales qui étaient déjà consommées depuis un très bon moment, d'entrer dans la barbarie au niveau international et des États sauvages et criminels règnent, prospèrent. Ils placent des présidents à tout vent, en marchant sur des morts, en créant des océans de sang partout. Ils élisent les gens, ils imposent des gens partout. Pourquoi vous êtes surpris que dans vos pays, il y a des êtres d'exception qui émergent? Des gens qui estiment qu'à partir du moment où on est en accord avec la communauté internationale, des criminels et d'exception, on peut tout se permettre. C'est ça les ambazoniens. Parce qu'ils sont protégés par la communauté internationale d'exception, en particulier les États-Unis. État criminel par excellence, mon cher Bachir.
C'est ça les démarches, les dynamiques de présidents élus. Parce qu'ils sont protégés par la communauté internationale autoproclamée. Et les gens décident un matin qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils peuvent narguer le président du pays. Ils disent qu'ils ont pour seul interlocuteur la communauté internationale. Voilà ce qui explique ce que vous voyez dans votre pays. Ce n'est pas autre chose. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Et en face de ça, les gens, on peut croire que l'État a opté pour le laxisme. Mais que voulez-vous que l'État fait à une certaine époque? Vous croyez qu'au départ, il fallait aller écraser ces gens-là, qui auraient compris? On aurait servi du pain béni à ces voyous au niveau international. Le président du pays a fait preuve de pédagogie parce qu'il a de l'expérience. Il a dit, je veux faire de la sagesse pour que les Camerounais voient à quoi ils ont affaire. Quand on comprend bien à quoi on a affaire, mon cher Bachir, nos ennemis, en fait, ce ne sont pas des ambazoniens, ils ne valent rien, tout le monde le sait. Mais ils sont d'où? C'est une armée, ça. Hein? C'est une bande de drogués. Ils croient des fétiches. Comme vous les voyez là, ils mettent des fétiches partout sur eux. Ils croient qu'ils ne meurent pas. Quand les gens croient qu'ils ne meurent pas, bon, vous voyez des gens comme ça. Non. Il faut voir qui est derrière eux, mon cher Bachir. Le Cameroun affronte la communauté internationale prédatrice. Le Cameroun affronte les lobbies américains prédateurs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le Cameroun affronte la prédation internationale qui avance masqué à travers des rébellions, à travers les folies comme l'Amazonie. Ils avancent masqués, on a vu ça ailleurs et partout. Voilà ce que le Cameroun affronte. Et l'homme qui est à la tête de ce pays le sait. Aujourd'hui, qui peut encore parler? Qui peut dire qu'il ne connaît pas? Qui peut dire qu'il n'est pas au courant? Qui peut dire qu'il ne voit pas ce qui s'est passé? Qui peut dire qu'il ne connaît pas que tous ces gens qui braillent là et qui appellent à l'insurrection sont des serpillères de la prédation internationale? C'est-à-dire papier hygiénique à jeter après usage. Mais que peut faire? Qui peut dire? Non, il n'y a rien à faire, mon cher Bachir. Parce que la question, quand vous avez énuméré un certain nombre d'acteurs et ma question était de savoir que peut justement faire ce Cameroun-là face à cette multitude de ce qu'on peut appeler ennemis. Mais vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Je vous dis depuis 10 ans sur ce plateau qu'aucune force au monde peut déstabiliser le Cameroun. Vous n'êtes pas en train de voir le Cameroun debout. D'abord, une des bonnes nouvelles, c'est que le général Fonté, vous n'avez pas appris qu'on l'a neutralisé. C'est lui qui dérangeait Bamenda là. Sans bruit, on l'a neutralisé. Oui. Donc, le président a dit depuis très longtemps à ses enfants-là, égarés, qui croient à des fétiches, qui boivent des choses bizarres pour être immortels. Il leur a dit déposez les armes, sinon je vais vous faire neutraliser. Ça veut dire quoi? Il sait. Tout le monde a compris. La meilleure arme contre ces gens, c'est les populations de ces régions-là. Maintenant qu'elles en ont marre, au point d'embaver, mais l'affaire est terminée. Ces populations vont régler leur compte. Ça va régler le compte, mon cher Bachir. C'est là où on va et c'est terminé. Parce que dans l'esprit, nous avons changé la mentalité des populations. Au départ, elles ont cru à cette aventure sans lendemain. Aujourd'hui, elles ont compris, mon cher Bachir. Elles ont compris dans quoi on les avait embarquées. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le professeur Mila Souté a énoncé des pistes, vous comprenez. Moi, je n'apprends pas un singe, j'ai fait la grimace. Je continue à croire que le pouvoir de Yaoundé, c'est un pouvoir rationnel. On ne va pas lui apprendre à défendre ses intérêts. Ils savent défendre leurs intérêts. Donc on fait confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu, mon cher Bachir, que notre pays est debout. Ce n'est pas nous qui le disons. Toutes les agences de la communauté internationale prédatrice, leurs propres agences s'étonnent matin, midi, soir et disent comment ce pays-là résiste. Comment il n'est pas encore tombé. Et les agences qui nous insultaient hier, en nous donnant des notes des derniers de la classe, vous voyez aujourd'hui avec quelle frénésie, mon cher Bachir, ces mêmes agences nous donnent des notes extraordinaires. Ce n'est pas vous qui allez me démentir, M. Fauchivet. On nous donne des notes extraordinaires, je ne sais pas où ça sort. Chacun dit que mais quel est ce pays qui est si résilient? C'est ça aussi la réaction. Réagir. Le deuxième sur le continent. Mais il y a même des gens qui nous ont mis derrière certains pays parce qu'ils haïssent leur pays, mon cher Bachir. Ils disent tout et n'importe quoi. Mais les agences là, qui ne sont pas achetées par le Cameroun, qui sont les agences de leur communauté internationale, viennent de faire des classements, non? Chacun voit. On nous a comparé avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Chacun voit, non? Ceux qui font le classement là sont les amis du président de la Côte d'Ivoire. Ils font des classements, chacun voit. C'est sans commentaire. Donc, Bachir, pour dire quoi? Pour dire que le président avait dit problème global, réponse globale. Oui. Les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Il parlait des problèmes de son pays. Il parlait de ça. Il dit que je connais une réponse globale. La réponse globale, c'est quoi? C'est d'amener les Camerounais à comprendre que voilà les enjeux de votre pays. Et quand les Camerounais ont compris cela, mon cher Bachir, l'affaire est jouée. Vous comprenez ça? Hein? Oui. L'affaire est jouée, mon cher Bachir. Donc, par rapport à cela, il était important de préciser ça. Maintenant, je reviens sur le préjugé de la démocratie et des droits de l'homme. Oui. Puisque tous ces gens qui font ça,
n'est pas contre aussi les droits de l'homme. Il compte aussi le fait qu'au niveau international, il y avait un préjugé lié à ce que j'appelle l'ensurenchère des droits de l'homme et de la démocratie. C'est-à-dire qu'il fut un temps, tous les Africains étaient convaincus que les pays occidentaux sont des démocraties. Ouais. Et que bon, dès qu'un président occidental, même Sarkozy, Berlusconi, ces gens-là disent qu'un pays antidémocratique, ils ont raison. Et que justement, il faut seulement souhaiter que cette communauté internationale vienne renverser les autorités établies pour démocratiser ce pays. Ouais. Oh, la donne a changé. On se rend compte que les vraies dictatures, c'est la France. Ce sont les Américains. Ce sont les Anglais. C'est l'Union européenne. Tout le monde est en train de voir. Et ce que le faisait de voir, le Covid a réglé ça, mon cher Bachir. On voit où est la vraie dictature. Quand les gens décident de s'attaquer au génome humain, quand les gens décident de vous transformer par un vaccin pour faire de vous un logiciel, une chose, dites-moi, c'est quel régime politique ça? C'est même pas la dictature, c'est le nazisme, mon cher Bachir. Ça s'appelle du nazisme. Eh bien, quels sont les États nazis qu'il y a sur la terre actuellement? Ce ne sont pas des pays africains. Je vous ai parlé ici de M. Macron et de la France. Dans ce pays-là, on est en train d'animaliser l'être humain, d'abolir la barrière entre l'espèce humaine et l'espèce animale. La France n'est pas un pays africain. C'est la patrie autoproclamée, patrie des droits de l'homme. Mon cher Bachir, ce n'est pas dans un pays africain. Donc aujourd'hui, l'idée que nous nous sommes fait depuis 30 ans, les droits de l'homme, la démocratie, c'est terminé. Le Covid a mis ça à terre. Il nous faut repenser ça. Il nous faut relire ces choses. Donc, nos États sont désormais décomplexés, n'est-ce pas, face à ce préjugé. Bachir, ça ouvre un boulevard aujourd'hui dans le monde entier. Chacun voit. Vous comprenez? Lorsqu'un acteur politique d'une certaine dimension, mon cher Bachir, viole si ouvertement la loi, incitation à l'insurrection, c'est condamné par le Code pénal camerounais. C'est condamné. Vous venez de lire les articles. Si vous lisez la loi sur l'insurrection, c'est écrit dedans. C'est l'incitation. Hein. C'est condamné, mon cher Bachir. Vous allez me dire, au nom de quoi on ne va pas appliquer la loi? C'est-à-dire, vous n'appliquez pas la loi quand ça concerne certains acteurs de la société, mais vous massacrez les gens qui volent un portable, vous massacrez les gens qui volent une poule, vous coupez leur tête, les gens qui font un petit larcin ici, ils sont condamnés à des peines de prison extraordinaires. Mais quand des gens élèvent la violation de la loi, mon cher Bachir, à ce niveau-là, à qui on va expliquer, mon cher Bachir, la non-application de la loi à l'espèce? Je termine avec l'affaire du peuple. Mon cher Bachir, vous savez, on n'appelle pas le peuple à descendre dans la rue. Il y va lui-même. Et quand il y va lui-même, aucune loi ne le condamne. Vous comprenez? Le confondé par le peuple avait un parti politique. Les syndicats appellent leurs adhérents à manifester. Ça, on appelle ça, ce sont les droits syndicaux. Ce sont les droits sociaux syndicaux. Vous comprenez? Oui, ils appellent piquet de grève. Ce n'est pas le peuple. Un parti politique peut dire à ses manifestants de monter au ciel et d'aller chercher Dieu là-bas. C'est le droit absolu, ce n'est pas le peuple. Mais on ne demande pas, le peuple va dans la rue. Non. Il va lui-même. Quand le peuple est dans la rue, mais l'État comprend que lui-même, c'est la loi qui est dans la rue. Puisque le peuple est dit au nom de qui? La loi est dite au nom de qui? Au nom du peuple, mon cher Bachir. Donc, si la loi lui-même est dans la rue, il neutralise la loi. Alors pourquoi quand vous voyez que les masses populaires sont dans la rue, en nombre conséquent, mais les pouvoirs qui sont sages, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient. Ils prennent des mesures pour calmer le peuple, mon cher Bachir. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude. Qui vous a dit que les gens qui appellent les gens à sortir là, ils ont quelle popularité? Ils ont même quel adhérent? Ils ont quelle masse critique de personnes qui vont les suivre? Il ne faut même pas s'inquiéter par rapport à ça, mon cher Bachir. Alors, les motifs au nom desquels les gens appellent à manifester. Prenons le motif du code électoral. Concernant la crise d'anglophone, ceux qui m'ont précédé l'ont développé de manière extrêmement pertinente. Mais on peut considérer deux écoles qui s'affrontent au Cameroun, Bachir, en la matière. L'école électoraliste, et Mila Soute vient de vous faire pratiquement un coup magistral dessus, qu'il y a des gens qui ont créé les partis pour se mêler aux élections. Ceux-là ont une conception électoraliste du code électoral, de la question du code électoral. C'est ces gens-là qui réduisent cette affaire-là à une affaire d'empiler des tests qui consacrent les élections à 2 tours ou à 1 tour et qui limitent les mandats. Et qu'une fois que c'est fait, on dit qu'il y a une démocratie quelque part. C'est faux, mon cher Bachir. Et il y a l'autre école. Ça, c'est l'école historique. C'est l'école UPCiste, c'est l'école historique, qui a une approche systémique de la question électorale, qui comprend très bien que si vous ne liez pas les transformations électorales avec les transformations structurelles de l'État, vous perdez votre temps. Vous allez avoir des majorités démocratiques impuissantes, incapables d'élever le niveau de vie, comme disait Oumyobé. Vous comprenez? Il avait dit unification, indépendance, unification et élévation du niveau de vie. Vous comprenez? Il avait bien compris les étapes pour arriver à ça. Donc vous aurez des démocraties électoralistes
où on va faire des rotations au pouvoir tous les 5 ans, tous les 10 ans, d'individus qui vont s'enrichir plus que le peuple et qui vont appauvrir le pays. Les cas d'école sont là. Depuis 30 ans en Afrique. Regardez le Mali. On a combien de présidents élus par l'alternance? Regardez la Centrafrique, c'est combien? C'est combien de rotations au pouvoir d'individus? Regardez le Sénégal. Regardez la Côte d'Ivoire, mon cher Bachir. Regardez le Bénin. Vous voulez combien de cas d'école? Mais ça nous parle. Donc, si on veut faire de la politique sérieusement chez nous, il faut à un moment donné que les hommes politiques s'élèvent au niveau des enjeux et se donnent les moyens de faire la politique.